Bienvenue sur le podcast Mon Budget Zen, le podcast où l'on parle de tes finances personnelles de manière simple, sans cravate et sans jargon financier. Je suis Thomas, auteur du site et compte Instagram Mon Budget Zen, et que ce soit seul derrière mon micro ou avec mes invités, on va éplucher tous les sujets liés à tes finances personnelles, la gestion de budget, comment épargner plus, l'investissement et la liberté financière. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou de le diffuser un maximum à ton entourage qui pourrait être intéressé. Dans la description, tu as tous les liens pour récupérer tes produits gratuits et pour t'abonner à ma newsletter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, je reçois Martin Menez, le fondateur de la plateforme Bivouac, qui est une plateforme d'investissement locatif clé en main. Et on va parler d'une thématique bien précise de l'immobilier, qui sont les travaux. Alors, ça va servir à la fois aux personnes qui sont intéressées par l'investissement locatif, mais également pour les gens qui veulent acheter leur résidence principale. Parce qu'on va le voir dans l'épisode que même faire des travaux dans sa résidence principale, ça peut avoir un gros intérêt. Et l'idée de cet épisode est de débroussailler le sujet des travaux et surtout rassurer. C'est-à-dire expliquer déjà pourquoi faire des travaux c'est bien, enfin pourquoi c'est intéressant, enfin l'intérêt de faire des travaux quand on achète un appartement, et aussi et surtout comment bien les faire. Parce que je sais que ce qui retient la plupart du monde à faire des travaux, c'est la peur de se faire arnaquer, la peur d'avoir des délais qui courent, enfin d'avoir des gros retards sur le chantier, et je le comprends parce que ça arrive à beaucoup de monde et ça arrive c'est très fréquent. Donc l'idée de cet épisode est déjà de comprendre l'intérêt de faire des travaux et surtout comment bien les faire. Les astuces pour bien réussir, bien sélectionner ses artisans, comment estimer le montant des travaux, parce que c'est aussi quelque chose qui est difficile quand on ne s'y connaît pas, et Martin va nous donner pas mal d'astuces. Donc je vous invite à écouter l'épisode jusqu'au bout, et comme d'habitude, je vous demande de partager cet épisode si vous a plu, partagez le podcast, mettez un petit commentaire, ou encore, vous pouvez toujours aussi me suivre sur ma newsletter du lundi matin, tout est dans la description, vous pouvez aussi télécharger vos produits gratuits pour commencer à investir sereinement. Voilà, je vous souhaite un très bon épisode et une très bonne écoute. Salut Martin, comment tu vas ? Salut Thomas, super, et toi ? Très content de t'accueillir Martin sur le podcast. On va parler de travaux aujourd'hui, de travaux dans l'immobilier, une thématique que je n'ai pas encore abordée, enfin du moins pas en profondeur, et je suis très content que ce soit toi qui en parles parce que je sais que tu en connais un petit rayon sur le sujet. Donc je propose comme d'habitude sur le podcast que tu te présentes rapidement, tu diras un petit peu qui tu es, ton parcours rapide avant qu'on entre dans le vif du sujet. Ok, écoute, moi, brièvement, c'est Martin, j'ai 29 ans, pardon. Ah ouais, Je tu t'es suis, rajeuni. ouais, je vois pas les années qui passent, tu vois? Ça va trop vite. Je repartirai bien en arrière pour revivre ces belles années. Je suis, président et cofondateur de Bivouac, une société qui fait de l'immobilier locatif clé en main. Mais avant ça, je suis passionné de montagne, lyonnais d'origine. Du coup, ça explique Ça aide. ouais, même pour la montagne, j'avais de la chance d'être à quelques heures seulement des Alpes. Je suis ingénieur de formation et écoute, moi, j'ai toujours été intéressé, tu vois, par le bâtiment, la construction. Je pensais à l'époque, devenir architecte et puis en fin de compte, j'ai fait un stage là-dedans et j'ai détesté. Le le Ouais. le le seul jour que j'ai aimé, sur ce stage, c'était finalement le jour où j'ai passé avec la journée que j'ai passée avec un conducteur de travaux sur un chantier, ce qui m'a ensuite, guidé vers des études du coup dans la construction, dans l'ingénierie du BTP, avant de me retrouver aujourd'hui dans l'immobilier. Voilà. Bon, on n'est pas si loin au final. Parce qu'au final, dans l'immobilier, tu as des travaux aussi, tu dois suivre des travaux. Bon, Ouais, exactement. Alors moi au quotidien, ouais, c'est pas forcément ce que tu fais, j'imagine. c'est forcément ce que je fais, mais effectivement notre activité, on opère, on fait un peu de travaux, de rénovation, pas des travaux de construction, comme ce que j'ai vu pendant mes études, mais qui sait? Peut-être qu'un jour on y reviendra. Qui sait. Ok, bah écoute, merci pour cette présentation. Donc du coup, est-ce que... Du coup, déjà, toi, à titre perso, en tant qu'investisseur, est-ce que tu peux peut-être nous raconter un peu ton parcours ? Est-ce que tu es investisseur immobilier, toi, à titre perso aussi ? Ouais, écoute, on essaye, de faire en sorte que les cordonniers soient pas les moins bien chaussés. J'ai,
j'ai acheté quelques apparts. Je suis propriétaire de 18 appartements aujourd'hui. Ah, ça va. Donc, Quelques apparts au pluriel, là. ouais, Un beau ouais, choix. mais on en achèterait bien plus, tu vois. Euh, Là, je suis en réflexion pour faire des nouveaux projets plus. Aujourd'hui, j'ai que du locatif. Je suis pas propriétaire de ma résidence principale. Et je suis en train de regarder pourquoi pas maintenant aussi me lancer dans peut-être une résidence secondaire qui pourrait aussi se transformer en investissement. Tu vois, moi, comme je l'ai dit juste avant, j'adore la montagne, donc je me dis pourquoi pas acheter quelque chose à la montagne que je puisse, bien sûr, dont je puisse en profiter bien pour le ski par exemple l'hiver ou la rando l'été, mais également potentiellement le transformer en actif, le louer de temps à autre quand j'y suis pas, ou quand je le prête pas à des proches. Mais avant ça, ouais, j'ai commencé assez jeune à investir dans l'immobilier locatif. C'est ça qui m'a aussi donné le goût de développer l'activité qu'on fait aujourd'hui. Euh, et, euh, et à côté de ça, mon parcours d'investisseur, écoute, je dois dire que ça se limite pour l'instant à ça. J'ai un PEA avec 3-4 actions qu'on a dû me dire d'acheter il y a quelques années, mais honnêtement, je suis très peu actif là-dessus. J'ai pas touché à une seule crypto non plus. Euh, Sûrement par manque de temps et de et ouais, je pense que c'est encore très nébuleux pour tout ça pour moi. Donc voilà, aujourd'hui, ouais, je suis investisseur uniquement dans l'immobilier. Donc j'ai pas respecté la grande règle de l'investissement qui est de diversifier son patrimoine, ses placements. Pour l'instant, j'ai un peu mis tous mes œufs dans le même panier, quoi. Et en IMO, t'es tout au même endroit ou t'es investi dans plusieurs endroits en France? Non, alors pour le coup, là, effectivement, dans plusieurs villes qui sont à savoir Lille, Rennes et Lyon aujourd'hui. Euh, et puis oui, aujourd'hui, je regarde aussi pour investir dans d'autres projets locatifs, potentiellement Marseille, Nancy, Dijon, voilà, des villes en fait que d'ailleurs on couvre dans notre activité également. Ouais, ouais, c'est ça. Là où je te dis le cordonnier est moins bien chaussé, c'est que si je pouvais en acheter davantage, j'achèterais tout ce qui passe. Voilà, c'est déjà pas mal. T'as déjà un beau patrimoine immobilier quand même. C'est à 29 ans en plus, c'est chapeau quand même. Alors du coup, on va parler de travaux. Je vais te poser une question simple, mais qui peut paraître évidente pour beaucoup, mais peut-être pour les gens qui débutent un petit peu dans l'immobilier, ça va leur servir. Mais pourquoi c'est bien d'acheter avec travaux? Parce que enfin, moi, c'était mon premier truc quand j'étais encore débutant. Je comprenais pas, tu vois. Je voulais acheter un truc qui était tout fait et comme ça, je m'emmerdais pas. Je me disais, bah voilà, je gagne du temps. Mais tout bon investisseur qui se respecte, c'est que investir avec travaux, enfin, tous les bons investisseurs en général, ils prennent des trucs pourris avec travaux. Alors, pourquoi? Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les raisons? Ah, elles sont multiples. La première qui me vient en tête, c'est que tout simplement, des travaux, c'est très chiant. Les travaux, c'est chiant, c'est long, c'est périlleux parce que il y a toujours un risque, en fait, qu'on découvre quelque chose plus tard, qu'on n'avait pas budgété et que ça vienne détériorer les performances financières de l'investissement qu'on fait. Euh, Pourquoi il y a toujours ce risque-là? Parce que parfois on sait qu'on va casser une cloison, qu'on a besoin d'enlever une moquette qui est posée sur un parquet, mais pendant qu'on visite l'appartement, on va pas percer le mur ou tout faire tomber, ni enlever l'ensemble de la moquette dans la pièce qu'on a prévu de rénover. Et donc, il y a parfois des mauvaises surprises qui sont difficiles à déceler avant. Alors, il y a quelques techniques, mais malheureusement, on n'arrive jamais à tout voir en amont. Et donc, c'est en partie pour ces raisons-là qu'il y a tout un tas d'acheteurs qui ne veulent pas se tourner vers des biens qui nécessitent des travaux de rénovation très importants. Et donc, de ce fait-là, il y a sur ce type de biens-là moins de concurrence, moins d'acheteurs potentiels, ce qui peut permettre parfois, je dis bien parfois, c'est pas le vrai, donc forcément à tout moment et dans tout type de marché pour tout type de biens, mais sur certains cas, déjà, le premier avantage de cibler ce genre de bien avec travaux, c'est qu'on va potentiellement obtenir une décote, avoir un pouvoir de négociation peut-être supérieur et potentiellement acheter un bien à un prix moindre. Voilà. Quand tu dis prix moindre, c'est en dessous du prix du marché, théorique?
dessous du prix du marché, effectivement, moyen constaté pour ce type de bien-là, cette surface-là, peu importe son état, quoi. Et donc, alors, encore une fois, tout dépend du marché. Si vous investissez, si vous prospectez à Béziers ou à Paris ou même à Bordeaux, ça va pas être la même chose. Et ça va dépendre également du type de bien et même bien sûr de la localisation de ce bien-là au sein de la ville. Ce que nous on constate, voilà, dans l'ensemble des villes dans lesquelles on prospecte, qui sont des grandes métropoles de province, c'est que généralement on peut espérer une décote de l'ordre de 5 à 10% sur un bien qui nécessite d'importants travaux de rénovation. Donc, voilà, le premier avantage, je dirais qu'il est là. Le deuxième avantage, c'est qu'on va avoir la possibilité, nous, en tant qu'investisseurs, de remettre au niveau, remettre quasiment à état neuf, un logement qui va avoir ce qui va avoir pour conséquence, de augmenter son attractivité sur le marché de la location, donc permettre de louer plus rapidement, potentiellement également permettre de louer plus cher, ou permettre même de tout simplement sélectionner mieux son locataire. Parce que si vous augmentez la tension, voilà, la tension, au lieu de recevoir 3 dossiers de locataires, vous en avez 30, vous allez pouvoir choisir celui qui a, selon vous, les meilleurs garants, celui qui présente les meilleures garanties, voilà, financières, le meilleur profil. Et ça, pour ceux qui pareil, ont déjà des investissements, vous savez à quel point c'est important. Donc la sélection du locataire, voilà, est quelque chose de vraiment très important. Donc je dirais que ça, c'est vraiment le deuxième avantage. Le troisième que je vois par ailleurs, c'est aussi d'un point de vue fiscal, faire des travaux selon le régime fiscal que vous choisissez par la suite, ça peut permettre de diminuer votre résultat sur votre investissement immobilier et de ne pas ou très peu payer d'impôts sur la durée de votre investissement. Sur les revenus fonciers, tu parles? Exactement. Même si j'imagine que sur le nu, tu peux, il y a quand même certains trucs où tu peux un peu impacter sur le revenu, mais dans certaines limites. Mais j'imagine que dans la globalité, la plupart des gens ils utilisent quand même les travaux pour déduire l'impôt sur le revenu foncier plutôt que sur le revenu classique, quoi. Alors on parle de revenus fonciers effectivement quand on est en location nue, et donc dans ce cas-là, par exemple si on se positionne pour une location nue au régime réel, on peut même se retrouver dans les cas de figure où on va créer ce qu'on appelle un déficit foncier, donc où l'ensemble des charges qui sont comptabilisées en fin d'année, à savoir voilà, tous les frais qui ont été liés à l'acquisition, les frais de notaire, les frais d'agence, mais également voilà, ces travaux vont être déduits des revenus fonciers, des loyers que vous allez percevoir, et également dans une limite de 10 700 € peuvent être déduits chaque année de vos revenus autres issus de salaire ou autres placements. Et donc ça peut permettre par exemple de même moins payer d'impôts d'une manière au global pour vous investisseurs ou votre foyer, quoi. Si on se positionne dans le cas d'une location meublée, là on ne parle pas de revenus fonciers mais de revenus issus de bénéfices industriels et commerciaux, revenus BIC, et dans ce cas-là, on peut alors pas déduire sur l'ensemble de ces autres revenus issus de salaires et autres placements, mais par contre, on va pouvoir avec ces travaux notamment et l'ensemble des autres charges de votre investissement, annuler finalement les revenus issus de vos loyers, ne pas payer d'impôts dans le cas où on a plus de dépenses que de revenus, et même reporter ce déficit-là sur les années suivantes pour, limiter le frottement fiscal au cours des années. Alors, je me permets juste de rebondir sur un truc que tu as dit, parce que tu as dit dans le cadre de location nue, tu as parlé de déduction de frais de notaire. T'es sûr de ça? C'est pas uniquement dans le meublé qu'on peut déduire les frais de notaire? Non, dans les deux régimes, on peut déduire ce qu'on appelle les frais d'acquisition. Donc, ça va être les frais d'agence, les frais de notaire, ou même les frais, par exemple, de chasse, si vous faites appel à un chasseur ou un autre prestataire. D'accord, ok. J'étais persuadé que c'était uniquement éligible dans le meublé, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui font du nu, quoi. Ok. Ok, ouais, donc du coup, si je récapitule un petit peu les 3 points de pourquoi
prendre des biens avec travaux, c'est premièrement, on peut avoir une décote. Deuxièmement, on augmente la valeur locative du bien, donc c'est-à-dire on peut louer plus cher, mieux et peut-être à des locataires un peu plus, avec des meilleures garanties. Et troisièmement, avantage fiscal, on déduit en gros les travaux et donc on peut éviter de payer ou de payer très peu d'impôts pendant pas mal d'années, quoi. Ouais, et puis en fin de compte, il y a même aussi d'autres avantages qu'on aurait pu lister, mais je crois que c'est les trois principaux. Mais on remet le bien à son goût, donc c'est aussi sympa si jamais demain on a envie d'en profiter soi-même, de l'occuper. C'est aussi potentiellement, tu as dit faire prendre de la valeur locative, mais ça m'a fait également penser en faisant des travaux, on peut aussi faire tout simplement prendre de la valeur, enfin, faire en Mais sorte que son c'est bien ce que prenne j'allais de la dire, c'est valeur. que tu fais aussi, t'as une plus-value latente aussi tout de suite dès que Exactement. tu finis le bien. Donc c'est-à-dire que si tu revends même peu de temps après, bon, tu vas le revendre plus cher, donc tu fais une plus-value et c'est ça. Bref, Tout à c'est fait, très ouais, ouais. bien. Ce qu'on constate, c'est qu'il suffit parfois heu, alors soit d'embellir un bien, soit quand on pense à des travaux de rénovation, on peut également en changer la disposition, en changer la fonction, en rajouter, par exemple, une chambre supplémentaire, ce qui peut également, voilà, faire en sorte que son bien prenne de la valeur, pour permettre effectivement de réaliser une plus-value, qui peut être faite, parfois immédiatement, quoi, juste à l'issue des travaux de rénovation. Et alors du coup là j'ai une autre question qui me vient, alors qui sort un peu du champ, mais enfin qui est un peu liée à. J'ai fait un épisode en solo qui s'appelle résidence principale vs investissement locatif. Tu sais ce fameux Grande ce- question. la fameuse grande question de par quoi commencer et beaucoup de monde sur les réseaux disent qu'il faut surtout pas acheter la RP, d'autres que oui, bref. Il y a tout ce débat et bon, moi j'ai essayé de mon épisode solo de nuancer un peu les choses et d'expliquer que suivant la situation, voilà, il y a pas de bonne ou de mauvaise choix à faire, mais que ça dépend un peu de la situation de chacun. Et dans l'épisode, j'ai metté un avantage à la résidence principale qui est le fait qu'on n'a pas d'impôt sur la plus-value et que si on prend une résidence principale avec travaux, ce qui peut paraître un peu bête parce qu'on se dit qu'on peut rien déduire, on n'a pas l'avantage fiscal, mais par contre, on peut, comme on vient de dire, tu vas apporter de la valeur au bien, donc ça veut dire que on créera une plus-value en fait sur notre bien en faisant des travaux, mais qui en plus n'est pas imposée. Non, mais alors il y a plein de moyens de créer de la valeur et de développer son patrimoine, avec l'immobilier. L'immobilier locatif, on en parlait là dans le cadre de cet épisode, mais il y a effectivement l'immobilier acheter sa résidence principale, acheter un truc délabré, le remettre au goût du jour et le revendre. Moi, je connais des gens qui font ça tous les 2 ans, et qui, en l'espace de voilà, moins d'une dizaine d'années, ont énormément développé leur patrimoine comme ça. On peut parfois, sur des marchés qui sont dynamiques, réaliser des très, très belles opérations en très peu de temps. Et comme tu l'as très bien dit, ouais, effectivement, le gros avantage de la résidence principale, par rapport à l'immobilier locatif, c'est qu'on n'a pas d'imposition sur la plus-value, donc ça peut aller très vite, quoi. La condition, c'est de savoir maîtriser, voilà, maîtriser les travaux, la conduite de travaux également, et puis accepter de déménager, relativement régulièrement, quoi. Vivre dans les cartons tous les 2 ans. C'est ça, c'est quand même une contrainte. Alors après, du coup, si le jeu envoie la chandelle au niveau financier, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'après, si on a une famille et qu'on est un peu stable et tout, bon, il faut aussi avoir envie de faire bouger tous les 3 jours, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde. Après une femme et des enfants qui aiment la décoration également, Ouais, c'est ça, ont envie de qui, ont envie de qui aime bien contribuer le changement. et qui aiment le changement, exactement. Et alors du coup c'est une très bonne transition parce que tu disais justement si on est capable de bien gérer les travaux, de voilà de pas faire de bêtises et ça mène à ma question qui vient, c'est justement je pense ce qui fait peur en fait à la plupart des investisseurs et notamment débutants, et je les comprends parce que même moi je me considère pas débutant, c'est toujours quelque chose voilà sur lequel j'ai un peu peur. C'est comment éviter en fait de se retrouver dans ce cas-là où on a tous entendu quelqu'un qui nous l'a raconté, des travaux qui traînent, des artisans qui sont foireux, des délais qui sont pas respectés. Donc moi la question que j'ai envie de te poser, c'est toi comment tu sécurises ça, alors que ce soit au sein de Bivouac ou toi de manière perso, quand tu choisis en fait ton artisan ou tes artisans, est-ce que tu aurais des conseils à recommander pour éviter justement tous les problèmes qu'on entend mais qui sont réels, tu vois, sur
voilà, les délais qui explosent, le budget qui explose, ou même des gens qui viennent plus, tu vois. Enfin, moi, j'ai entendu tellement d'histoires, ça m'est pas arrivé perso, mais l'artisan, bah, tu vois, qui va sur un chantier pendant 2 mois, le chantier, il bouge pas. Enfin, comment tu peux te prémunir de ça? Ouais, c'est complexe parce que là, je fais une petite, enfin, je parlais de sujet, mais je fais une petite aparté sur ces métiers de l'artisanat dans le bâtiment, ce que je peux retransmettre de la réalité que je constate tous les jours, c'est qu'un, euh, si vous avez des enfants qui savent pas quoi faire de leur vie, ou si même vous-même vous posez des questions, et devenez artisan dans le bâtiment, dans la rénovation, devenez carreleur, devenez électricien, devenez plombier, parce que vous êtes assuré d'avoir du boulot jusqu'à la fin de vos jours. C'est incroyable la demande. Ah ouais, c'est dingue. Moi aussi, j'hallucine. Et on est dans un contexte actuel où on parle d'une pression supplémentaire qui est exercée par l'État pour rénover ces passoires thermiques qui composent le parc immobilier français aujourd'hui. Mon Dieu, on en a besoin. Et donc, la demande pour des travaux de rénovation, elle est encore plus forte qu'elle n'était déjà auparavant. Et déjà, il y a 5 ans auparavant, on avait déjà du mal à trouver des bons artisans. Et je peux vous dire que, pour en connaître certains, dès qu'ils sont un minimum bons, mais leur carnet de commandes s'étend sur des années-lumière. Et le problème qu'ils ont ensuite, c'est recruter pour expandre leur activité, et trouver des personnes fiables sur qui se reposer, pour livrer plus de chantiers. Ça, c'est une vraie réalité, et ça fait partie de la complexité, et ça, de mener des travaux, et on y revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi une des raisons qui freinent certains à passer le pas, à se lancer dans de types de projets-là. Donc pour trouver, voilà, des bons artisans, ben, je vais peut-être te décevoir, mais déjà, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Je peux donner peut-être quelques conseils quand même, de pratiques, pour sélectionner des bons artisans et les suivre au mieux. Le premier conseil auquel je pense, c'est d'abord, déjà, il faut avoir, si vous avez quelqu'un qui vous est recommandé, c'est bateau, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais si vous avez possibilité de voir le résultat final, Ouais, de ce qu'il a fait. de ce qu'il a fait, c'est déjà une partie une garantie supplémentaire, que par rapport à sélectionner quelqu'un que vous avez trouvé tout simplement sur Internet, ou ou dans votre boîte aux lettres, ou je ne sais où, quoi. Ça, je dirais que c'est la première chose. Si vous rencontrez quelqu'un, un nouvel artisan que vous ne connaissez pas, qui n'a pas été employé par quelqu'un d'autre proche de vous, n'hésitez surtout pas à leur demander des devis issus d'autres prestations, d'autres chantiers qu'ils ont pu réaliser, et également des rendus, des photos, Des photos, ouais. des vidéos. On a quand même de plus en plus d'artisans qui prennent ces réflexes de documenter voilà, tout le monde a un smartphone aujourd'hui, pour avoir mené pas mal de travaux avec pas mal d'entreprises différentes. Voilà, aujourd'hui, moi, je leur demande systématiquement, hein, de m'envoyer des photos, des vidéos de ce qu'ils font. Donc, ils ont un suivi quand même, voilà, des projets qu'ils ont menés. Et puis, ils ont la chance d'avoir un travail où on voit concrètement la réalisation le fruit de son travail. Donc, généralement, ils aiment bien prendre aussi le rendu en photo, et ça, faut pas hésiter à leur demander. La deuxième chose, c'est que il y a pour vérifier le sérieux d'une entreprise, tu l'as dit, parfois ça arrive que je l'ai même vécu moi personnellement, pour avoir travaillé un petit peu chez Vinci, sur un grand projet où on a une entreprise sous-traitante qui, du jour au lendemain, a décidé de liquider la boîte, partir avec la caisse, Ok. et une commande de plus de 300 portes. C'était un très gros chantier qui n'était pas honoré, tu vois, et qui représentait plusieurs millions d'euros de pertes pour l'entreprise. Ça, c'est bien entendu très très compliqué à déceler en amont et à prévoir. Et ça peut arriver, malheureusement. Mais pour vérifier un minimal le sérieux, voilà, d'une entreprise, ce que vous pouvez faire, c'est de demander est-ce qu'ils sont en règle par rapport aux obligations légales, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, un artisan, il doit avoir au minimum une assurance responsabilité civile professionnelle. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander. Donc, il sera voilà, en obligation il est en obligation de vous présenter
une attestation d'assurance. Et puis, alors il y a tout un tas d'autres documents, vous pouvez les regarder sur internet, Garantie décennale et des choses comme ça. voilà, garantie décennale, attestation de non-emploi de personnes qui n'auraient pas la nationalité française ou qui ne seraient pas voilà, en possession de permis de travail. Ça, c'est pareil, des attestations URSSAF qui peuvent être demandées. C'est légalement une obligation que doivent respecter l'ensemble de ces entreprises-là. Ok. Moi, j'ai mis, alors j'ai pas autant d'expérience que toi, mais sur mon 3e bien, j'ai beaucoup de travaux, j'ai appliqué un conseil qu'on m'avait donné et que je regrette pas du tout. Et je sais pas si vous le faites au sein de Bivouac, si tu l'as déjà fait, mais c'est d'établir un contrat avec un artisan. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites automatiquement? Est-ce que toi, enfin à Bivouac, à titre perso, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais d'établir un contrat pour du moins cadrer la chose, donner un délai et tout? Enfin, même si en soi, bon, moi perso, j'ai pas appliqué forcément de pénalité, mais plus pour tu vois, cadrer le truc. Ouais, effectivement, là on vient de parler de comment même on sélectionne un artisan, comment est-ce qu'on arrive à essayer de qualifier son sérieux, et ensuite la réussite d'un chantier, elle passe énormément par la qualité de son suivi. Et le suivi, ça commence, comme tu l'as très bien dit, par déjà bien poser le cadre. Et alors, nous chez Bivouac, on est une société de contractants en général, donc par définition, on a des contrats de sous-traitance avec l'ensemble des entreprises. Mais Pour vous, c'est une obligation, j'imagine. voilà, nous, c'est une obligation, mais ce qu'on faisait avant, et ce que j'incite toute personne qui va mener des chantiers par elle-même à faire, c'est signer effectivement un document qui pourrait faire office de contrat, voilà, qui va engager l'artisan sur une date de démarrage, une date de fin, et prévoir voilà, des pénalités si jamais ces délais-là ne sont pas respectés. Et tout simplement, et alors nous, on continue de le faire sur chacun des chantiers. On engage chacun des artisans, tous les différents corps de métier, sur un contrat de ce type pour eh bien, à minima les engager. Et le véritable avantage, j'ai envie de dire, parce que ça a dû nous arriver 3 fois, voilà, de pratiquer ces pénalités de retard. La réalité, c'est que le simple fait d'écrire ça, de mettre par écrit, de le faire signer, ou même de demander à l'artisan de compléter lui-même le document, hein, c'est lui qui doit vous donner ces délais. Ça a la première valeur ajoutée, c'est vraiment de l'engager lui et de sceller entre guillemets ce pacte tacite entre vous, client et artisan, ce qui va voilà, pour conséquence de réduire le quiproquo, de pas donner lieu demain à des ah mais c'était pas clair, on n'avait pas dit que je commençais le 30 avril. Et ouais, là c'est écrit et signé, donc il sait que voilà, en général, l'idée c'est pas d'en arriver là, mais il sait qu'il pourra pas, pour parler un peu cru, mais il pourra pas te la faire à l'envers, quoi. En gros, c'est un peu ça. Exactement. Et c'est d'une efficacité redoutable. Ouais. Bah ça, moi je te le confirme. Alors moi j'ai eu de la chance, je suis tombé sur des artisans qui étaient vraiment top, qui sont devenus des amis, tu vois, le truc impossible, mais c'est devenu des amis, les artisans, un truc de fou. Mais j'ai posé les cadres et tout, et vraiment ça a eu son effet, parce que comme tu dis, ça permet tout de suite de faire comprendre que voilà, il peut pas trop déconner, quoi. Il pourra pas trop jouer avec nous, et puis après évidemment il y a eu un tout petit peu de retard, mais voilà, à partir du moment où ça part pas trop en live et tout, il y a pas de souci, quoi. Ouais, comme je disais avant, je pense que la réussite d'un chantier, elle est sûrement due à 70% sur son suivi. Les 30% restants, c'est sur vraiment je dirais la bonne définition des travaux en amont. La bonne définition, ça va être le bon estimatif, avoir correctement défini l'ensemble des prestations qu'on attend être réalisées. D'ailleurs, à ce titre-là, moi, j'insiste souvent, on reçoit beaucoup de devis d'artisans, et ça nous arrive plus d'une fois de redemander, de préciser voilà, Ouais, les détails. Qu'est-ce qui est compris dans la ligne salle de bain. Salle de bain, 3 000 €. Bon, il y a quoi? Il y a le sol, il y a les peintures, il y a exactement. le carrelage mural, il y a quoi? Ça veut dire quoi? N'hésitez pas à demander de mettre 3 tirets en dessous de chaque ligne. Vous le regretterez pas sur la fin du chantier quand, comme tu l'as dit, parfois ça arrive que certains essayent de vous la mettre à l'envers.
parce qu'ils ont d'autres chantiers en cours, ils ont envie de passer à autre chose. On va oublier d'installer le porte-serviette. Bon, bah ça, c'est un dommage pour vous, quoi. Alors qu'à l'oral, ça avait été conclu comme faisant partie du marché. Donc, c'est très important de bien cadrer à l'écrit les conditions de réalisation du chantier, date de démarrage, date de fin, pénalité en cas de retard, et également, bien sûr, les prestations, qu'est-ce qui doit être fait, l'estimatif détaillé des travaux attendus. Ok. Super clair pour la partie choix de l'artisan. Je pense que là, on a donné pas mal d'astuces. Et j'ai envie de poser une autre question qui est quelque chose, moi, qui personnellement me bloquait un petit peu pour me lancer. Et j'imagine que pour les futurs potentiels premiers investisseurs, ça peut aussi les bloquer. C'est quand tu connais rien en travaux et que tu fais une visite, il faut tenir compte, tu vois. Il faut pouvoir chiffrer, en fait, combien ça coûtait pour que ta rentabilité elle soit au plus juste. Comment, alors je sais pas si tu as une astuce, une recette magique ou même juste des petits tuyaux, comment tu peux chiffrer ça quand t'es pas accompagné d'un artisan? Parce qu'après tu peux faire évidemment une contre-visite avec un artisan qui lui va mieux te chiffrer, mais si tu peux déjà avoir une première grande idée, tu vois, à quelques milliers d'euros près, est-ce que tu as des astuces que tu peux nous partager? YouTube. Euh, Ça marche Il y a bien. plein de vidéos sur se former sur YouTube. Mais si tu es en visite, comme tu l'as dit, c'est trop tard. Si tu visites un bien et que tu connais rien à ce moment-là, c'est un peu tard. Donc oui, je vais te donner une règle de 3 qui marche à peu près à tous les coups. Mais non, j'ai YouTube pour la blague, c'est que moi bon, tu l'as compris, j'aime bien la construction, l'immobilier. Donc j'ai une déformation professionnelle, c'est que je peux pas empêcher de pas. Alors, dès que je passe devant une agence, je m'arrête. Ça, c'est Forcément. un peu Je fais chiant. pareil, hein, rappelle-toi. Moi aussi, j'en suis dedans. Mais au-delà de ça, j'ai découvert récemment des chaînes YouTube incroyables sur de la rénovation, et c'est absolument fascinant. J'adore ces vidéos. Je sais pas si tu en regardes aussi, toi. Il y a des rénovations en accéléré, il y a des time-lapse là où tu vois tout ce qui se Ouais, passe. ça c'est Et c'est hyper. Je me suis dit qu'un jour moi aussi j'ai envie de faire ça parce que je trouve ça génial. Donc c'est aussi un moyen vraiment honnêtement de se former, de voir quelles sont les étapes d'un chantier, les choses à faire, les réflexes à regarder. Maintenant, si vous êtes en train de visiter et que vous avez aucune idée vraiment de comment est-ce qu'on fait des travaux, pour estimer, la première règle que je pourrais vous donner, c'est très simple, mais si vous avez un appartement dans lequel il faut tout refaire, euh, vous pouvez appliquer la règle toute bête, voilà, dire 1500 euros du mètre carré pour faire un truc quali, même dans lequel vous pourriez vivre. Euh, Quand j'entends retour faire, c'est peinture, électricité, plomberie, enfin potentiellement casser une cloison, refaire voilà du placo, salle de bain, cuisine. Voilà, 1500 euros du mètre carré, à peu de choses près. Ça comprend pas l'inflation, voilà, exacte, etc. Vous l'avez compris, c'est une règle de 3 très basique, mais 1500 euros du mètre carré, c'est à peu près ce qui va voilà, vous coûter pour Est-ce faire que tu comptes les menuiseries dedans? Parce que je sais que ça coûte très cher, ça. Est-ce que dans le tout refaire, tu l'inclus dedans ou pas? Non, à vrai dire, ce serait plutôt les éléments intérieurs. Menuiserie, après, bon, alors c'est aussi des prix qui varient énormément, surtout en ce moment, mais Parce que je sais que moi, je me suis fait avoir, hein, sur tous mes apparts, j'ai dû refaire le double vitrage et je l'ai toujours fait après. Et à chaque fois, je me suis fait allumer et voilà, très, je sais que très ça vaut cher. très cher. Ça vaut super cher. J'ai des prix, voilà, on est parfois sur 10 000 euros pour un appartement allez, de 70 mètres carrés. Donc c'est quoi? C'est 6-7 fenêtres, quoi. Des grandes fenêtres, portes battantes, ça peut valoir ce prix-là. Et ça dépend encore une fois à quel point vous êtes pressé de le faire, etc. Parce qu'il y a Ouais, ça, vraiment avec tous qui les on prix. travaille aussi, le Ouais, délai, machin. Parce qu'il y a du délai en plus, c'est ça, avec les exactement. menuiseries, il y a vraiment un gros délai. Ouais. Ouais, alors depuis le Covid, je pense qu'il y a beaucoup de composants qui ont été faits. Enfin, il y a une partie des composants qui viennent d'Asie, et puis surtout depuis même la guerre en Ukraine là, voilà, il y a eu beaucoup de production en partie faites en Europe de l'Est qui ont pris énormément de retard, ce qui contribue à l'inflation des prix parce que c'est de plus en plus compliqué de trouver ces matériaux-là. Donc en fait, les prix flambent sur les visseries, c'est très très dur. Donc voilà, donc si vous avez en fait une rénovation complète, 1500 euros du mètre carré. Si vous allez parfaire tous les sols, pas non plus casser toutes les cloisons et refaire toutes les salles de bain, mais par contre peut-être voilà,
déplacer un mur non porteur, refaire un coup de peinture, refaire de l'électricité. Oui, je pense que là, on peut penser que 1 000 € du mètre carré, c'est quelque chose de raisonnable. Et puis, si vous êtes sur un léger rafraîchissement seulement, à savoir donc un coup de peinture, peut-être remettre un lino ou un faux parquet, là, du 500 € du mètre carré, c'est vraisemblablement une bonne approximation. Ça, c'est la première règle que je peux vous donner. La seconde règle, c'est que si vous visitez un truc qui vous plaît vraiment, alors les agents immobiliers qui m'écoutent vont pas aimer, mais si vous visitez un truc qui vous plaît vraiment et que vous pensez que les travaux sont raisonnables et ça peut rentrer dans votre budget, bah, faites une offre. Et puis surtout, vous sortez de la visite, vous appelez un artisan et vous bookez La contre-visite tout de suite, une quoi. contre-visite tout de suite, le lendemain, le surlendemain, la semaine qui suit. Enfin voilà, n'attendez pas trop pour faire venir un artisan qui va, avec son œil expert, identifier les travaux nécessaires et vous faire un budget au plus vite, quoi. Ouais, c'est pas bête comme idée que tu dis. C'est vrai que je pense que les agents immobiliers, ils doivent pas être très fans de cette stratégie, mais en même temps, on fait ce qu'on veut, hein. On est on n'est pas lié à eux. Mais c'est pas bête parce que moi, c'est vrai que j'ai été confronté à ce problème-là, surtout dans des régions tendues, enfin dans des zones tendues où voilà, où le prix, enfin bref, où c'est très compliqué de négocier, où tu arrives dans un truc et tu dis ouais non mais ça m'intéresse, je veux faire la contre-visite, mais entre-temps, bah voilà, le truc il est parti quoi. Et si t'es pas tout de suite là avec ton œil d'expert de travaux et que tu peux pas exactement savoir ce que tu fais et chiffrer pile et faire l'offre qu'il faut, ben tu te passes devant par quelqu'un qui sait. Et ça peut être embêtant. Donc je pense que la solution que tu dis peut être un bon compromis entre avec une approximation avec les chiffres que t'as dit et puis faire l'offre si vraiment ça te plaît et puis revenir pour confirmer en bloquant le truc mais en sachant que tu peux l'annuler quoi. Exactement, non, mais voilà, bon, faut savoir qu'une offre, quand on fait une offre, ça nous engage. Ça engage pas grand chose en final, hein, c'est ça une offre. Légalement, voilà, on n'est pas tenu, on n'a pas de, à la différence d'avoir signé un compromis, d'avoir pas laissé le délai de rétractation. Là, on a un engagement juridique avec un vendeur. Une offre, dans les faits, voilà, n'engage à rien. C'est bien la problématique des travaux, c'est qu'en fait, on peut pas se permettre de trop se tromper parce que si vous chiffrez 10 000 € et qu'en fait il y a 40 000 € de travaux après, vous allez sûrement avoir des problèmes de financement. Ouais, et puis même, je dirais même, enfin, en tant qu'investisseur immobilier locatif, c'est la renta qui a plus rien à voir, en fait. Parce que si tu arrives à avoir 6-7% et que t'es trop content avec ton truc, mais en fait, tu tombes à 4, enfin, c'est plus du tout le même investissement, quoi. Le même projet. Donc ça, les travaux, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est qu'on a besoin d'avoir un estimatif tout de suite, avant même, en fait, de signer. Alors l'idéal, c'est de pouvoir être capable de chiffrer ça avant de faire une offre. Comme ça, nos amis agents immobiliers sont contents et on respecte le travail de tout le monde. Non, mais c'est important. Donc là, soit vous êtes expert, soit vous faites accompagner dès le premier jour d'un expert pour chiffrer ça. Et à défaut, faut le faire très très vite. Nous, on signe pas de compromis de vente tant qu'on n'a pas un devis travaux, où ça arrive très très peu. Parce que en fait, nous on se déplace sur place. Alors nous on est experts, donc mais moi-même, voilà, qui fais des acquisitions aussi à titre personnel, j'achète pas un truc sans que j'ai une confirmation à minima ou un estimatif à peu près grossier du prix global des opérations, quoi, parce que du moins un estimatif travaux plus précis que celui que tu t'es fait dans la tête, quoi. Exactement. Parce qu'après, dans la réalité, on va pas se mentir aussi, hein, dans la réalité, le budget de travaux final, il est jamais exactement que celui que l'artisan t'a fait. Il y a toujours des deltas, hein, à la hausse ou à la baisse, mais au moins déjà l'artisan, il aura une meilleure vision que toi sur le vrai budget. Ouais. Yes. Ok. Du coup, on va parler, j'ai envie de transiter sur la partie énergétique, parce que tu l'as dit tout à l'heure, quand tu parlais de la tension qu'il y avait sur les artisans qui vont être encore plus sollicités avec avec ce que veut un peu le gouvernement et qui est selon moi très justifiable, hein, de faire la chasse aux passoires thermiques. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un mot, enfin déjà rappeler un peu qu'est-ce que dit la loi qui vient de passer, qu'est-ce qu'elle raconte et qu'est-ce qu'elle implique pour les investisseurs?
Ouais, bah, il y a, déjà un constat, hein, c'est que, le, notre logement, fait partie des premiers émetteurs de gaz à effet de serre parce il faut de l'énergie qu'on consomme pour le chauffer, heu pour chauffer l'eau, qu'on prend pour sa douche. Enfin, donc il y a un vrai besoin de rénover, les passoires thermiques qui composent notre parc immobilier français. Je sais plus, combien on en a exactement. Il y a des chiffres qui sont parus, mais c'est en millions, quoi. Voilà, c'est une vraie nécessité et moi, je suis pareil que toi, je suis hyper, enfin, comme tous, voilà, je pense qu'on est de plus en plus concernés par ces questions environnementales et je pense que plutôt de construire des logements, artificialiser des sols à tout va, prendre du terrain végétal pour en faire des nouvelles barres d'immeubles qui certes vont être BBC, donc Ouais, alors en A, machin et tout, mais bon, tu crées quand même du nouveau. Enfin, alors que si tu rénovais l'ancien, déjà, tu garderais un voilà. petit peu plus de. Ouais, tu Ah, le secteur préserverais de un la peu plus, quoi. construction représente plus de 5% des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la planète, parce que faire du béton concrètement, ça demande encore plus d'énergie. Donc on en a déjà créé de l'immobilier, il y en a plein. Maintenant, il faut les améliorer. C'est une très bonne chose que l'État incite voilà, pousse les propriétaires à rénover leur logement. Et donc pour ce faire, ils ont mis en place un calendrier, une loi qui est parue là il y a quelques mois déjà, qui vient de s'appliquer là au 1er janvier 2023, qui bah, à partir de ce moment-là interdit dès lors l'allocation, la mise en location de logements qui ont une étiquette pardon, énergétique G, donc le diagnostic de performance énergétique possède la note G et euh, c'est même des logements qui représente également une dépense, enfin, consomme plus de 450 kWh par mètre carré en moyenne par an. Donc l'interdiction de mise en location ne concerne pas à l'heure actuelle l'ensemble des classes G, mais uniquement ces logements-là qui sont en G, plus qui consomment plus de 450 kWh au mètre carré par an. En clair, le pire des passoires thermiques que l'on dispose sur le marché voilà, à l'heure actuelle. Maintenant, c'est pas tout, parce que d'ici quelques années, c'est l'ensemble des classes G qui vont être interdites à la mise en location. Puis les classes F, voilà, à horizon 2028. Donc ça va aller assez vite finalement. L'État réfléchit également à étendre cette interdiction de mise en location également sur la courte durée, donc interdire la location Airbnb. Et puis on peut vraisemblablement également voir venir dans la même ligne de conduite que les résidences principales également devraient être impactées et on devrait avoir des nouvelles réglementations par la suite sur plus d'exigences au niveau des étiquettes énergétiques, également sur tous les types de logements. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a des avantages fiscaux liés à ça? Enfin, est-ce que tu en connais? Est-ce que tu pourras en citer? Enfin, tu vois, si tu fais des travaux, enfin, si des gens sont déjà bailleurs et qui souhaitent, du coup, respecter cette réglementation ou qui souhaitent investir et qui prennent un truc en G ou en F, est-ce qu'il y a d'autres avantages fiscaux en plus, évidemment, du fait de déduire les travaux, comme on a décrit tout à l'heure? Est-ce qu'il y en a qui sont liés à, enfin, est-ce qu'il y en a? Alors, ouais, tout à fait. Il y a déjà, il y a, il y a l'État a bien pris conscience que pour accompagner cette transition énergétique, il va falloir inciter davantage les propriétaires, plus que uniquement leur demander de faire des travaux, voilà, parce qu'il y a plein de problématiques à ça. Déjà, premièrement, il y a certains propriétaires qui ne peuvent pas financer ces travaux, qui n'ont pas les moyens. Et puis deux, ça coûte cher, hein, on l'a dit, encore plus avec le contexte post-Covid et guerre en Ukraine. Ces travaux-là, ils coûtent de plus en plus cher. On l'a pas dit, mais la demande qui est encore en train d'être accrue peut aussi également être une raison pour laquelle les artisans vont augmenter leur prix parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Ouais, ils n'arrivent plus à faire, ouais. Voilà, ils n'arrivent plus à faire. Mais pour ça, l'État alors déjà a mis en place une prime, donc MaPrimeRénov', qui peut vous aider à financer une partie des travaux. Je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus parce que c'est finalement dans le locatif, elle est très très peu employée parce qu'elle est encore trop contraignante. Mais c'est l'action que j'allais te poser parce que j'ai l'impression que sur la résidence principale,
Les avantages fiscaux, ils sont assez larges, il y en a quand même pas mal. Mais Ouais. sur le locatif, alors on va essayer de centrer peut-être la question sur le locatif. Est-ce qu'il y en a, tu vois? Est-ce qu'il y a vraiment des aides quand tu fais de l'investissement locatif, enfin des aides, des avantages fiscaux Il y en a quand une tu fais du qui est locatif? sortie, très récemment, qui concerne du coup les logements qui sont, donc rénovés, donc lorsqu'on fait de la rénovation à caractère énergétique et qu'on met en location nue, et que l'on est dans le schéma de déclarer ses revenus au régime réel, on peut, dès lors doubler son déficit foncier. Ah En OK, clair, carrément, doublé. voilà, on l'a détaillé un petit peu en début d'épisode. Si vous avez plus de charges que de revenus, c'est-à-dire que l'ensemble des frais d'acquisition plus les travaux, par exemple, sur la première année, vont au-delà de vos loyers que vous avez perçus sur l'année en question, eh bien, vous allez avoir un déficit comptable que vous pouvez du coup reporter dans un cas classique jusqu'à 10 700 euros sur vos revenus. C'est-à-dire que vous gagnez 60 000 euros à l'année, vous avez 10 700 euros de déficit que vous pouvez imputer sur justement vos 60 000 euros de salaire. Donc, ne déclarez aux impôts que finalement 49 300 euros de revenus et ne payez de l'impôt que là-dessus. Grâce justement à l'investissement immobilier que vous avez fait et le déficit foncier que vous avez créé. Et bien maintenant, si vous avez effectué des travaux de rénovation, vous pouvez aller jusqu'à 21 400 euros de déficit foncier et donc déduire encore davantage et donc payer moins d'impôts. Voilà. Et ça, c'est applicable uniquement si tu fais des travaux de rénovation énergétique, du style changement de menuiserie, des choses comme ça. Exactement. Changement de menuiserie, changement d'appareil de chauffage, isolation intérieure, extérieure, etc. OK. Et cet avantage fiscal, il est uniquement applicable sur les logements nus et que tu exploites, enfin, et au réel, hein, c'est ça? Exactement. Sur le Donc, meublé, ça marche pas? sur le meublé, à l'heure où on se parle, l'État n'a pas mis en place d'incitation fiscale sur ces travaux de rénovation. Entre toi et moi, il devrait voilà, très rapidement, je pense, Le faire? proposer quelque chose pour la bonne et simple raison que aujourd'hui, on est déjà hors des clous. Les objectifs fixés ne seront pas atteints. Je crois seulement 1% des copropriétés en France ont fait l'objet de rénovation énergétique, alors qu'on sait, oh mon Dieu, il y en a des passoires thermiques en France. Donc, il va falloir accélérer les choses. La location meublée, c'est plus de 50% des logements voilà, mis en location sur le marché français à l'heure actuelle. Et il y en a de plus en plus. Donc voilà, vraisemblablement, l'État est déjà en train de plancher là-dessus et devrait sortir des nouvelles lois dans les mois, les années à venir pour encore inciter les propriétaires. Parce que ce qui se passe, à vrai dire, aujourd'hui, c'est même catastrophique pour nos amis locataires. C'est que, faute d'avoir envie de faire des travaux, la plupart des propriétaires qui possèdent une passoire thermique classe G se mettent plutôt à vendre ces biens-là plutôt que d'avoir envie de les rénover. Et ce qui a conduit cette année 2022 à une forte pénurie de logements. Je crois qu'il y a des études qui ont été parues par Bien Ici, un portail d'annonces immobilier, en novembre dernier, qui citait qu'on avait, en l'espace d'un an, 10% d'annonces en moins par rapport à l'an dernier. Et la raison principale, elle est là. C'est qu'il y a énormément de logements qui ont été sortis du marché locatif. Soit les gens arrêtent de le louer, soit les gens le revendent parce qu'ils n'ont pas envie de faire les travaux, ils n'ont pas les moyens. Et ce qui accentue la crise du logement qu'on connaît chez nos locataires, qui n'est bien sûr pas les faire chercher initial par le gouvernement. OK, ouais. C'est vrai que ça, c'est assez étonnant et puis c'est pas vrai. Quand tu dis c'est pas, je pense qu'ils voulaient. Et alors attends, j'avais encore deux petites questions sur le sujet. C'est qu'est-ce que risque un propriétaire, tu vois, qui fait pas là aujourd'hui, donc en 2023, une classe G à plus de 450 est interdite. Et j'imagine que malheureusement, il y en a plein, comme tu as dit, hein, des propriétaires qui peuvent pas se le payer et tout ça, qui ont pas forcément fait les travaux. C'est quoi le risque pour un propriétaire ou pour un... J'imagine que le locataire, il risque pas grand-chose parce qu'il est dans le logement, mais qu'est-ce que risque un propriétaire, tu vois, qui aurait pas fait les travaux, qui ne veut pas les faire volontairement ou qui ne peut pas les faire? Alors, Si tu sais, hein, je sais pas si tu... déjà l'interdiction concerne uniquement les nouvelles mises en location. Si Ah vous oui, êtes d'accord. Si quelqu'un est déjà locataire, il y a ça plus, ouais, c'est ce que je Si pensais. vous êtes déjà si vous avez déjà un locataire en place, il y a pas de sanction, voilà, pour le propriétaire qui
finalement à un locataire qui est en place, on va pas non plus sortir le locataire exprès pour pour Ouais, c'est ça. ces gens-là, ça créerait voilà d'autres problèmes qui sont déjà Mmh. aggravés par les temps qui courent. Hem, donc, pour être très franc avec toi, j'ai pas les chiffres exacts, mais ce que je sais, c'est que c'est une pénalité financière, voilà, donc il y a des amendes. Et pour être encore plus franc avec toi, aujourd'hui, il y a eu aucune jurisprudence, donc on ne sait pas combien de temps vraiment ça va prendre pour que des propriétaires soient concernés par ça, quel va être vraiment le résultat des jugements, à quelle hauteur vont-ils être condamnés, est-ce que c'est uniquement des amendes ou est-ce qu'il y a plus. Pour l'instant, c'est encore très très flou. Et on aura ces réponses vraisemblablement uniquement dans quelques années, après les premiers cas voilà, de condamnation de locataires, parce que je pense il devrait y en avoir. Bah, écoute Martin, merci beaucoup pour tous ces éléments que tu nous as apportés. C'était vraiment super intéressant. Enfin, je pense que voilà, les gens qui hésitaient à partir sur les travaux, ils en savent plus du moins à la fin à la fin de cet épisode. Donc merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Bivouac maintenant, nous dire un petit peu qu'est-ce que vous faites pour, là je pense surtout aux personnes qui, malgré ou parce que ce qu'on leur a raconté, ça leur donne encore plus la flemme de faire les travaux, peut-être qu'ils se disent bon bah c'est bien cool, mais moi j'ai pas envie de m'emmerder. Est-ce qu'il n'existe pas d'autres solutions? Donc est-ce que tu peux nous parler rapidement en gros quoi consiste Bivouac et ce que vous faites, ce que vous proposez aux clients? Mais non, mais faites des travaux, c'est sympa, vous verrez. On a parlé que des côtés négatifs de faire des travaux, Ah non, on a parlé en début d'épisode, on a parlé de tous les côtés positifs. Hein. non, je te charrie, mais c'est vrai que c'est parfois un peu de cheveux gris qu'on se fait parce que c'est complexe, Il des faut être galères. chauve, hein, au moins t'es pas tranquille. Hein. Voilà. Mais bon, faire des travaux, c'est aussi parfois aussi une super aventure. Enfin, si on aime un peu le bricolage, moi personnellement, j'aime un peu ça aussi. Si on aime faire des trucs de ses mains, c'est sympa aussi d'en faire soi-même pour sa résidence principale, par exemple. Aménager ça à soi-même, c'est aussi un beau projet à faire. Parfois, voilà, en famille, c'est chouette. Maintenant, oui, quand on n'a pas envie de mettre les mains dedans, on n'a pas le temps ou ni l'expertise ni l'envie d'y consacrer tous ces week-ends, et qu'on est bien obligé d'en faire, par exemple, pour investir dans l'immobilier, notamment l'immobilier locatif. Et bien, c'est là qu'on vient nous voir chez Bivouac. C'est pour ça qu'on a créé, mon associé et moi, il y a plus de 5 ans, cette entreprise, avec une mission. C'est très simple, c'est de proposer aux Français l'excellence de l'investissement immobilier locatif. En clair, nous, on a un métier où on reçoit donc des particuliers comme toi et moi qui veulent investir dans l'immobilier pour préparer leur retraite, transmettre à leurs enfants, sécuriser leur épargne, voilà, toutes les raisons sont valables. On les conseille sur quelles sont les meilleures zones où investir aujourd'hui en France. On a un pôle de data analyst qui fait ce travail-là au quotidien pour sélectionner donc les villes et au sein de ces villes les quartiers qui sont les plus porteurs. On les aide à choisir du coup, définir leur stratégie, choisir leurs critères d'investissement, et ensuite on va aller chasser des appartements, des immeubles, des maisons pour eux. On propose du coup des opportunités au fur et à mesure qu'on en trouve, sur lesquelles on va ensuite les accompagner dans toutes les étapes. Donc avant d'arriver sur les travaux, il y a un certain nombre d'étapes même au préalable qui vont être une expertise technique, juridique. On parle par exemple de location meublée pour des raisons fiscales qui sont effectivement très intéressantes, mais il s'avère que c'est parfois interdit d'en faire dans certaines copropriétés. Donc pour ça, il faut aller s'éplucher l'ensemble des règlements de copro, etc. Donc ça, c'est nos équipes qui le font. Et puis ensuite, on va aller également trouver un financement, contribuer alors à pousser le dossier auprès de votre banque, ou alors de vous trouver carrément une nouvelle banque à l'aide de partenaires courtiers. Et puis, une fois qu'on est propriétaire, c'est là effectivement aussi on entre en, en jeu sur cette partie qu'on vient de détailler au cours de cet épisode, sur l'aspect effectivement suivi du chantier, réception également du projet terminé, aménagement intérieur, décoration, avant de s'attaquer à l'ultime étape qui est de mettre en location le bien. Et c'est uniquement lorsqu'on a trouvé un locataire que là, notre métier s'arrête.
et que voilà, notre promesse de délivrer un investissement en immobilier locatif clé en main se concrétise. Ok. Et après, sur la suite, sur l'exploitation, il y a une gestion locative que vous assurez ou avec d'autres partenaires, ou comment vous proposez Alors nous, quelque chose là-dessus? aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est présent dans voilà, une quinzaine de villes et on réalise plusieurs centaines d'opérations par an, et on n'a pas le souhait à l'heure actuelle de devenir gestionnaire locatif pour plusieurs raisons. C'est que, très franchement, honnêtement, c'est compliqué pour nous d'être efficace et présent partout dans ces villes-là. Voilà. La deuxième raison, c'est qu'aussi c'est parfois un moyen de trouver des bonnes opportunités d'investissement, parce que à l'inverse de certains concurrents qui sont gestionnaires locatifs également, nous, ce qu'on peut parfois proposer à un agent immobilier qui nous apporte une bonne affaire, c'est lui dire peut-être que notre client acceptera de le remettre en gestion. Bien sûr, on vérifie qu'ils savent faire la gestion locative et qu'ils sont fiables, mais ça nous permet parfois de récolter des bonnes opportunités d'investissement. Et donc c'est en partie pour toutes ces raisons-là que nous on sélectionne localement des gestionnaires qu'on qualifie, et effectivement nos clients investisseurs, pour 90% d'entre eux, optent pour un service de gestion locative, afin qu'il n'ait donc c'est plus Bivouac qui s'en occupe, mais c'est un partenaire sélectionné qui prend le relais, afin qu'il n'ait plus rien du tout à gérer pour la suite de leur investissement. Bon, de toute façon, dessous l'épisode, je mettrai un petit lien pour Bivouac, ceux qui veulent aller checker un peu ce que vous racontez. Et puis, je sais pas si on peut te suivre toi quelque part, ou Bivouac, vous êtes sur les réseaux aussi, si on veut voir un peu ce que vous racontez. Ouais, notre site internet, pour commencer, bivouac.com, bevouac.com, ou sinon sur LinkedIn, vous trouverez également le site de la page ou ma page perso, où je m'efforce de diffuser un maximum aussi de conseils, de bonnes pratiques, comme ce que tu fais toi chaque semaine. Voilà, Martin Ménez sur LinkedIn, vous me trouverez, je pense, assez facilement. Ouais, super. Écoute Martin, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci à toi. Tout ce que tu nous as apporté comme valeur. Et puis j'invite les gens à aller checker un petit peu ce que fait Bivouac, si bien sûr, si le projet vous en dit, vous parle et ça vous intéresse. Et puis Martin, je te dis à très bientôt. Merci Thomas. À bientôt. Salut. Ciao. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout, et pour ça, je te dis un grand merci. Si tu l'as apprécié, tu peux en parler à ton entourage, ou mettre un commentaire sur Apple Podcast, ou depuis peu sur Spotify. Ça aide énormément pour la visibilité et la diffusion du podcast. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde, ou me recommander un invité pour les prochains épisodes. Pour ça, dis-moi-le sur mon compte Instagram, monbudgetzen, ou alors à mon adresse mail contact@monbudgetzen.com. N'oublie pas que dans la description, tu as tous les liens si tu veux aller plus loin, et notamment récupérer tes cadeaux gratuits.